Euh, euh, on va aller explorer d'autres cultures dans lesquelles le rêve enfin, le rêve fascine les humains depuis longtemps, et on va voir depuis très longtemps. Et puis une deuxième partie plus médicale sur des pathologies qui concernent le rêve. Alors, depuis quand rêve-t-on? L'humain rêve probablement, et les animaux aussi, depuis très longtemps. Vous avez cette peinture rupestre qui est à Lascaux, qui s'appelle la scène du puits. Vous voyez un rhinocéros. Ah, mais oui, c'est vrai que les pointeurs ne marchent pas sur ce genre de truc. Un auroch, une sagaie, un auroch qui perd ses intestins, donc qui est blessé, un oiseau qui est perché sur un bâton, c'est très curieux, et puis un homme allongé, donc moins 17 000 avant Jésus-Christ, hein, donc ça commence à faire une taille. Et quand on fait une espèce de focus, il y a deux interprétations en fait pour cette peinture rupestre. La première, c'est de dire, ben voilà, c'est un chasseur. Alors d'abord, c'est la seule représentation humaine à Lascaux. Donc c'est quand même quelque chose qui interpelle. Alors première interprétation, c'est de dire c'est un chasseur. Il a blessé l'ouroch et puis il est en train de se faire foncer dessus. Il y a une deuxième interprétation qui est qu'en fait, il s'agit d'un homme qui rêve. Et pourquoi dire qu'il s'agit d'un homme qui rêve? Eh bien, parce que cet homme est probablement en érection. Et donc, peut-être qu'il s'agit d'un rêve d'un chasseur. Et donc, les deux interprétations coexistent. Vous pouvez imaginer laquelle à ma faveur. Alors, on va partir loin. Enfin, on va aller s'intéresser à nos mythes fondateurs. Alors, pour ce qui est de l'histoire des mythes grecs, qui sont à l'origine de notre civilisation gréco-latine, au commencement était le chaos. Le chaos, c'est la faille, la béance, d'où vont sortir des divinités primordiales, dont Gaïa, la terre, qui enfanta Ouranos, le ciel étoilé qui va la couvrir complètement. Donc le ciel étoilé qui couvre la terre. Et puis également Éreb, les ténèbres, Nyx, la nuit, qui enfante Thanatos et Hypnos. Et Éreb et Nyx, donc la mère et le fils, vont engendrer donc Hypnos, j'ai déjà dit. Et puis Nyx et Hypnos, parce que chez les Grecs, en tout cas dans la théogonie grecque, l'inceste était pratique courante, vont engendrer 1000 oneiros, les rêves. Parmi ces rêves, Morphée, Morphée, c'est celui qui reproduit les formes, et on va retrouver Morphée dans Polymorphe, Métamorphose, donc les rêves. Et Morphée, c'est celui qui donne forme aux rêves en caressant le dormeur avec des fleurs de pavot. Morphine. Et notamment, vous avez ce tableau d'Evelyne de Morgan, qui est à la fin du XIXe siècle, que vous pouvez aller voir actuellement au musée Marmottan, où il y a une très belle exposition qui s'appelle l'Empire du sommeil, dont on a prévu d'aller visiter entre médecins du Centre du sommeil. Alors, ces mythes fondateurs du chaos, du temps du rêve, n'est pas spécifique à la civilisation gréco-latine. On va retrouver ça chez les aborigènes. Je pense que peut-être que vous avez déjà entendu parler de la civilisation aborigène. La création du monde s'appelle le temps du rêve. Et c'est pareil, il y a une espèce de chaos originel d'où va sortir le premier être, Bayam, qui va créer les autres êtres vivants en les rêvant. Et je ne sais pas si j'aurai le temps d'y revenir un petit peu plus tard, mais les aborigènes ont des pratiques de méditation, enfin c'est plus fort que de la méditation, de télépathie, à travers lesquelles ils vont retrouver ces êtres originels, et c'est une partie de leur pratique chamanique et de guérison, mais là j'empiète un petit peu sur la suite de mon topo. Et en l'occurrence, Bayam et les êtres primitifs, enfin primordiaux, pas primitifs, une fois qu'ils ont créé la Terre et les habitants de la Terre, animaux, plantes, et quand je dis animaux, j'inclus les humains,
vont se réfugier sous des sites, des blocs de sites sacrés. Et notamment, vous avez certainement entendu parler du Luru, cette espèce de bloc massif qui est au centre de l'Australie, qui est très connu. Ou encore Darling Scarp, qui est un lieu fait de collines et de vallées et qui, dans la mythologie aborigène, est créé et suit les contours d'un serpent qui a participé à la création originelle. Alors, vous l'avez, après ces éléments sur nos mythes fondateurs, quand je dis nos mythes fondateurs, c'est en tant qu'humains, bah, la pratique du rêve, en fait, est une pratique ancienne, et en tant qu'une pratique sociale et religieuse, évidemment, on a commencé à le toucher du doigt en parlant notamment des pratiques aborigènes. Depuis l'aube des temps, si je puis dire, en tout cas depuis qu'on a des traces écrites de tout ça, et jusqu'à relativement récemment, l'expérience onirique semblait être pensée comme étant permise par l'existence de deux entités qui sont le corps et l'âme. Et pendant le sommeil, l'âme se détache du corps, ce qui lui permet d'aller visiter d'autres contrées, qu'il s'agisse de contrées en lien avec les divinités, ou même le rêve d'autrui. Et on va retrouver ça un petit peu plus tard. Donc c'est le moyen de communiquer avec les dieux. Et je dirais un petit mot d'un texte très célèbre de Macrobe, qui est le commentaire du songe de Scipion, de communiquer avec les morts. Et puis, vous l'avez déjà entendu en creux, c'est aussi le lit de pratiques chamaniques et de pratiques de guérison. Alors Macrobe, 400 ans après Jésus-Christ, donc, est l'auteur d'un commentaire du songe de Scipion. Et Scipion Émilien rêve qu'il s'élève vers des régions célestes, où il est accueilli par deux aïeux, qui lui montrent et lui expliquent le mécanisme du cosmos et le principe de l'immortalité de l'âme. Ce que dit Macrobe, c'est que le rêve peut révéler des vérités inaccessibles à la raison. Et ensuite, il fait une grande dissertation sur les différents rêves, d'ailleurs songes, parce qu'à l'époque, on disait pas rêve, on disait songes, en distinguant des songes faux et des songes vrais. Les songes faux, ça va être l'insomnium, en rapport avec les soucis, les peurs, l'excès de nourriture, de boisson, et vous retrouvez la racine de insomnie. Il y a visio, fantasma, qui sont les rêveries du demi-sommeil, vous savez, celles qu'on a quand on commence à s'endormir, on n'est plus tout à fait dans la réalité. Et fialtes, c'est le rêve oppressant en lien avec les succubes, et j'y reviendrai en deuxième partie de Thomas quand on parlera de la pathologie des cauchemars. Et puis, ça, c'est les songes faux. Et puis, vous avez les songes vrais, oraculum, qui sont des rêves divinatoires, et visio, les rêves prophétiques. Et donc, on distingue ces deux types de rêves. Et les songes vrais, donc, sont ceux qui nous mettent en lien avec une entité supérieure, les dieux ou le dieu, selon la société dans laquelle on s'inscrit. Alors, le rêve comme moyen d'accès à une essence supérieure, on va retrouver ça, y compris dans des sociétés européennes, y compris au XXe siècle. En Calabre et en Sicile, par exemple, le rêve est convoqué et ritualisé dans les pratiques funéraires. La pratique du rêve est dévolue uniquement à des femmes spécialisées rêveuses qui vont utiliser le rêve pour accompagner le mort dans son voyage dans l'au-delà. Et ce voyage dans l'au-delà va trouver son terme, on l'espère. Je fais une petite parenthèse, d'ailleurs, la seule fois où un mec s'est occupé d'aller chercher quelqu'un dans le pays des morts, ça s'est mal passé, c'est Orphée Eulalie, c'est complètement planté. Donc c'est pas mal qu'on confère, pardon pour ces propos un peu sexistes, mais humoristiques en fait. Donc je reviens à mes rêveuses de Calabre et de Sicile. Donc la rêveuse va informer la famille du mort sur le devenir métaphysique, et lorsque le voyage arrive à son terme et à son bon terme, ça signifie la fin du deuil. Et donc c'est une forme de maîtrise de la mort. On trouve, alors ça c'est en Calabre et en Sicile, et puis vous avez cette photo qui représente des petits biscuits qu'on mange pendant la période de deuil, et je ne me souviens plus du terme italien parce que je ne parle pas, ou sicilien ou calabrais parce que je ne parle aucune de ces langues, mais la traduction française, ce sont les os des morts, les os des morts.
On a une tradition proche dans le Bordelais, où il y a des sociologues qui se sont intéressés à une communauté de couturières qui aussi désigne une ou des rêveuses qui vont se mettre en lien avec les disparus. On a aussi par exemple en Macédoine centrale, bref, sont des pratiques qui ne sont pas éteintes et qui coexistent avec des choses très rationnelles qu'on va voir en deuxième partie de ce topo. Alors, on a vu le rêve comme pratique sociale et religieuse, et on va voir que pratique religieuse, pratique théologique et médicale. Les Indiens Moaves, qui sont donc en Californie, dans leur cosmogonie, dans leur mythologie, au moment de la création du monde, les maladies ont été créées en même temps. Elles sont préétablies, et ainsi que les moyens d'y remédier. Et donc, le chaman va avoir accès à ce monde antérieur. On retrouve vraiment la même chose que chez les aborigènes, par exemple, et va utiliser son rêve pour retrouver la maladie et le traitement de la maladie. Et il va revenir après dans le monde réel pour mettre en œuvre ce traitement. Impossible de parler de rêve et de médecine sans parler, de revenir à notre tradition gréco-latine, et de parler de l'incubation. Donc l'incubation, c'est une pratique qui consiste à dormir dans une grotte sacrée, un temple. Incubare, ça veut dire dormir dans le sanctuaire, et notamment au sanctuaire d'Équidor, mais il y a plusieurs sanctuaires comme ça en Grèce, sous l'égide d'Asclépios, celui qui est sur notre capucet, dieu de la médecine. Et donc les malades s'étendaient sur le cliné, le lit, dans l'aditon, pour dormir, après avoir reçu des instructions du prêtre. Et il fallait qu'ils soient particulièrement attentifs à leurs rêves, parce que le contenu des rêves allait indiquer le moyen de les guérir, ou même le rêve prédisait la guérison ou la non-guérison, notamment si le dieu apparaissait ou une incarnation du dieu allait toucher, par exemple, la zone malade. Et puis parfois, cette incarnation du dieu prenait la forme d'un enfant accompagné de la déesse Igée, déesse de la santé, Igée. Alors, je reviendrai sur l'incubation tout à la fin. Cette pratique de l'incubation, elle n'est pas spécifique à la civilisation grecque. On va retrouver ça dans beaucoup d'autres civilisations. En Chine, il y a un temple qui est un temple bouddhiste, mais qui en réalité est initialement un temple taoïste qui a intégré après la pratique de l'incubation et qui est devenu bouddhiste, au mont des pierres et des bambous. Alors, ce temple que vous voyez ici en photo est assez impressionnant. Il est là, hein, donc il se mérite, tout en bas ici. Et c'est pareil, les pèlerins y vont pour y rêver sous la direction de prêtres. Et ces rêves vont servir à des choses très prosaïques, des conseils pour la vie amoureuse, pour la vie, le succès d'un certain nombre d'entreprises et pour la guérison. Alors, vous voyez qu'il y a des liens très étroits entre rêve, pratique théologique, pratique médicale. Notre société européenne a évolué, et j'allais dire, j'ai appelé ça la laïcisation du rêve. Petit à petit, le rêve a quitté le champ, même si les pratiques coexistent, on l'a vu avec nos calabraises et siciliennes, c'est devenu petit à petit, c'est détaché en fait du lien avec le monde des dieux, et notamment la grande rupture, si l'on peut dire, en tout cas c'est comme ça que c'est présenté dans un certain nombre de textes, c'est Descartes, qui va faire 3 rêves dans la nuit du 10 au 11 novembre, c'est presque anniversaire, 1616, qu'il note et qu'il va garder ce manuscrit avec lui tout au long de sa vie. Et bien, vous savez que Descartes a dit « je pense, donc je suis », mais en fait, quand on lit les rêves et les textes qui ont suivi cette collecte de 3 rêves, on pourrait presque dire « je rêve, donc je suis ». Parce que si je rêve, c'est que j'ai une conscience, et si j'ai une conscience, je suis. Et Descartes dira en 1633 dans le Traité de l'homme que les rêves ne viennent pas de l'extérieur, ils sont vraiment une production
intrapsychique. Et ça, c'est la rupture. Puisque tout ce qu'on a vu avant, les rêves sont envoyés par les dieux, ou en tout cas, en rêve, on sort de son corps, l'âme sort du corps pour aller chercher les rêves. Et puis évidemment, c'est un grand nom d'histoire, mais Freud a complètement laïcisé les rêves et dit le rêve est un chemin d'accès privilégié au désir infantile, aux pulsions sexuelles, et celles-ci sont rendues méconnaissables par tout le travail de l'inconscient. Alors, les rêves sont devenus laïques, et puis on en arrive à la neurophysiologie du rêve. Ça fait peut-être moins rêver, je ne sais pas. Alors, pour les non-somnologues de la salle, les états de veille et de sommeil, il y en a 3. La veille, que vous êtes censé, là maintenant tout de suite. Le sommeil lent, qu'on appelle comme ça, parce que l'activité EEG du cerveau va se ralentir progressivement. Du N1, sommeil léger, au N3, sommeil lent profond. Et puis, il y a le sommeil paradoxal, qui s'appelle paradoxal parce que quand on regarde le dormeur, il dort, et quand on enregistre son EEG, il est actif quasiment comme à la veille. Je vous ai mis les chats parce que ceux d'entre vous qui ont des chats et qui ont observé des chats dormir, chat éveillé qui joue, puis après il tapote son petit coussin avec ses petites papates, il commence à se mettre en rond, il s'endort en sommeil lent, et puis à un moment donné, éventuellement, vous allez le voir basculer sur le côté, il rentre en sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, non seulement est caractérisé par une activité cérébrale qui n'est pas très loin de la veille, mais qui est aussi caractérisée par une atonie musculaire. Tous les muscles striés n'ont plus de tonus, sauf le diaphragme, ce qui nous permet de continuer de respirer. Alors, juste pour illustrer le propos, vous avez les 3 premières lignes, c'est de l'EEG. Vous voyez l'EEG d'éveil, vous avez des ondes peu amples, assez rapides. Le sommeil lent profond, vous voyez ces grandes ondes assez lentes. Et puis vous avez ici du sommeil paradoxal, où on retrouve des ondes d'EEG qui sont pas très amples, mais plutôt rapides. Et puis vous voyez ici l'EMG du menton. À l'éveil, il est très tonique. En sommeil lent, il est un peu moins tonique, mais il est toujours présent. Et en sommeil paradoxal, il est complètement aboli. Et vous avez ici ces 2 traces qui sont les mouvements oculaires qu'on enregistre quand on fait un enregistrement de sommeil. À la veille, on a des mouvements oculaires, de poursuites oculaires, etc. Alors, le tracé, là, est parasité par les grandes ondes du sommeil lent, mais normalement, il n'y a plus de mouvements oculaires en sommeil lent. Et on va retrouver des mouvements oculaires en sommeil paradoxal. Et ces mouvements oculaires, la découverte de ces mouvements oculaires, c'est 1953. C'est des Américains, mais Michel Jouvet en France, c'est à peu près à la même époque. Identifient ces mouvements oculaires pendant le sommeil paradoxal et font l'hypothèse que ce stade de sommeil particulier, qui est le sommeil paradoxal, est le substrat neurophysiologique des rêves. Et que ces mouvements oculaires correspondent probablement aux poursuites oculaires d'une scène qu'on est en train de rêver. Alors, les publications, parce qu'évidemment, le rêve fascine beaucoup de gens. Dans les années 50, au moment de la découverte du sommeil paradoxal, pour substantifier l'hypothèse selon laquelle le sommeil paradoxal était le substrat du rêve, eh bien, les chercheurs réveillaient des patients qui rentraient en sommeil paradoxal en leur demandant s'ils étaient en train de rêver. Et puis, de comparer ça à des réveils en sommeil lent, et on s'apercevait qu'on obtenait un récit de rêve dans 90% des réveils provoqués en sommeil paradoxal, contre 20%, 10-20% de réveils provoqués en sommeil lent. Et donc, le fait qu'on obtienne un récit de rêve quand on réveille en sommeil paradoxal et pas en sommeil lent a étayé l'hypothèse selon laquelle c'était bien pendant le sommeil paradoxal qu'on rêvait. Et puis, en fait, au fil des années, en modifiant un tout petit peu les protocoles de réveil pour obtenir de la collecte de rêves, on s'est aperçu que d'abord, ça dépendait beaucoup de la façon dont on posait la question. C'est-à-dire, si vous demandez à quelqu'un en le réveillant « À quoi rêvez-vous » ou « Avez-vous rêvé ?» on obtient une collecte de rêves en sommeil paradoxal et très peu en sommeil lent. Mais si on dit « À quoi pensiez-vous » la réponse va être différente. Et en fait, désormais, on obtient autant de récits de rêves en sommeil paradoxal qu'en sommeil lent. Tout dépend de la façon dont, encore une fois, dont on pose la question. Simplement,
la teneur des rêves va changer entre le sommeil paradoxal et le sommeil lent. Dans le sommeil lent, ce sont des rêves assez neutres, très proches de la vie quotidienne. Et puis en sommeil paradoxal, ça devient complètement échevelé, très émotionnel, très coloré, avec de la musique éventuellement, etc. Et maintenant, on arrive aux pathologies du rêve. Alors, les cauchemars. Donc, quelle est l'étymologie du mot cauchemar? Elle est assez floue. Il y a l'une des hypothèses est de dire que ça vient du terme picard mar, qui serait emprunté au néerlandais, qui voudrait dire fantôme. Ou plus exactement, un spectre femelle, malveillant, envoyé pour tourmenter les dormeurs et les faire suffoquer. Et vous avez ce très beau tableau de Fuseli. Vous voyez cette femme endormie, hein, et puis elle a ce petit démon qui appuie sur sa poitrine, qui l'empêche de respirer. Et c'est vraiment l'oppression thoracique qu'on a parfois quand on fait des cauchemars. Et puis vous avez ce cheval aveugle qui la regarde, qui regarde la scène, enfin qui ne regarde pas la femme d'ailleurs, qui regarde la scène, une espèce de machin un peu hallucinatoire. Alors ce qui est intéressant, là c'est un tableau, donc Fuseli, c'est la fin du 19e. Il y a Chagall aussi, enfin beaucoup de peintres ont fait des tableaux sur le rêve ou sur des sujets rêvants. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que Chagall représente aussi une femme qui rêve avec ce cheval qui regarde. Et on a cette notion de cavalier fantôme qui accompagne les cauchemars. Quoi qu'il en soit, ça je vais passer. Les cauchemars, ce n'est pas une pathologie à proprement parler, sauf, alors c'est un rêve effrayant qui va réveiller le dormeur. Ce n'est pas pathologique à proprement parler, sauf si, et ça nous arrive d'avoir des patients qui viennent consulter en disant, écoutez docteur, je rêve tout le temps, je suis épuisée, c'est impossible, faites quelque chose. Ou bien si les cauchemars surviennent dans un contexte de dépression. Pourquoi dans un contexte de dépression? Eh bien parce que notamment Pierre Geoffroy, dans l'équipe de Michel Joyeux, donc Pierre Geoffroy qui dirige l'équipe Chronos, qui est une activité de prise en charge des troubles du sommeil en contexte de pathologie psychiatrique, a publié, son équipe et lui a publié il n'y a pas très longtemps, en 2022, une analyse de leurs patients dépressifs qui montre que le cauchemar est vraiment prédictif. Le contenu du cauchemar est très prédictif de la conduite suicidaire. Ce que formulent les patients, c'est de dire le sommeil est un refuge, peut être un refuge, et puis à un moment donné où le sommeil n'est plus un refuge parce que le cauchemar va commencer à soit reprendre des thèmes de culpabilité, de persécution qui hantent la vie du dépressif, mais aussi qui peuvent aussi mettre en scène le suicide en tant que tel. Et ça, c'est très annonciateur d'un suicide à court terme. Et donc, c'est une question, nous, qu'on a pris l'habitude de poser quand on a des patients qui viennent consulter, notamment pour une insomnie et qui sont dans un contexte dépressif. Est-ce que vous rêvez? Est-ce que vous faites des cauchemars? Quelle est la teneur du cauchemar? Et dans l'équipe, et en lien avec l'équipe de Pierre Geoffroy, on a publié une échelle de sévérité des cauchemars. Il faudrait ajouter d'ailleurs dans notre liasse de questionnaires qu'on donne à nos patients. Alors, comment est-ce qu'on traite les cauchemars récurrents? C'est beaucoup de psychothérapie, avec des formes particulières de psychothérapie, notamment la répétition d'imagerie mentale, où il s'agit de mettre en noir sur blanc le scénario du cauchemar, et puis après de le modifier petit à petit par petites touches pour qu'il soit modifiable après dans le sommeil. Puis il y a d'autres, le thérapeute associe ça aussi à des techniques de restructuration cognitive. Alors le traitement du cauchemar, je parlais du cauchemar dans la dépression ou dans l'anxiété, la forme la plus aiguë, c'est évidemment dans le stress post-traumatique. Et le fait qu'on soit le 14 novembre, le Bataclan, tout ça, on a pu passer une question, enfin, puis pas que ça. Le stress post-traumatique, vous savez, c'est la reviviscence récurrente d'événements traumatiques avec des réactions d'hyper-éveil qui vont persister au-delà du mois qui a suivi l'événement traumatique. Et c'est des patients qui décrivent clairement la reviviscence à l'éveil, dès qu'ils sont confrontés à quelque chose qui leur rappelle la situation initiale, mais aussi pendant leur sommeil, avec les cauchemars qui répètent et répètent et répètent la situation traumatique.
Le traitement du cauchemar dans le stress post-traumatique est très compliqué. C'est évidemment, bien sûr, de la rime, comme on l'a vu sur la diapositive précédente, mais ça ne suffit pas. Il y a toute la prise en charge du stress post-traumatique autour qui contribue, mais c'est très compliqué. Autre pathologie des rêves, si l'on peut dire, des pathologies spécifiques qui vont survenir pendant le sommeil paradoxal. Vous vous rappelez, dans le sommeil paradoxal, il y a une activité EEG qui est très proche de la veille, on a de l'EMG qui est complètement aboli, et les mouvements oculaires rapides. Dans cette pathologie des troubles du comportement moteur en sommeil paradoxal, vous avez ici les EEG, et ici, les EMG, les électromyogrammes du menton. On retrouve bien l'abolition de l'EMG du menton. Mais l'EMG ici, c'est sur les fléchisseurs, sur les biceps. Vous voyez qu'il y a un certain tonus musculaire qui reste présent, et encore plus sur cette autre page de ce même patient. Okay, donc, dans ces pathologies, il y a une abolition de la tonie musculaire en sommeil paradoxal. Et donc, il peut y avoir une activité motrice qui va correspondre au contenu onirique. Ça donne quoi? Ça donne ça. Alors, quelques petites vidéos. On va commencer par celle-là. Qu'est-ce qui se passe? Et on voit que c'est quand même. Il n'a pas un tonus normal, pardon, faut que je termine en arrière. Hop, on va se mettre là. Il n'a pas un tonus normal. Il a des épisodes de reprise du tonus musculaire qui permettent cette activité motrice, mais pas complètement. On voit que ce chien est complètement. Voilà, il ne se comporte pas. On va revenir. C'est le même chien. Désolée, la vidéo est un peu bordée, mais vous allez comprendre pourquoi je commence. Là, on commence. Voilà, donc les rêves sont vécus, ce qui pose vraiment problème parce que très souvent le contenu du rêve est un rêve angoissant, violent, et donc ça donne des comportements auto- ou hétéro-agressifs avec des questions médico-légales qui se posent. Et puis, ce qui nous soucie beaucoup quand on constate des SP avec perte d'anatomie musculaire, c'est qu'au départ, il y a 20 ans ou 30 ans ou 20 ans, on parlait des troubles du comportement en SP idiopathiques, et le suivi de ces cohortes montre qu'en fait, euh, très fréquemment, et là le pourcentage est faux, j'ai oublié de le corriger, quand on les suit, c'est pas sûr pendant très longtemps, dans 80 à 90% des cas, ça débouche sur une maladie neurodégénérative, en particulier les maladies à corps de Léwy. Alors, comment on les traite? Alors, d'abord, il faut sécuriser l'environnement, il ne faut pas éviter, il faut mettre pas d'objets contondants autour du lit, et puis sinon, le traitement est très difficile, et au début, on utilise de la mélatonine à forte dose, éventuellement des benzodiazépines, mais sur des terrains comme ça, les benzodiazépines, on n'aime pas trop. Alors, la narcolepsie, donc encore une autre pathologie du SP. Donc, c'est une maladie rare. C'est une maladie qui est liée à l'atteinte auto-immune des neurones à orexine. Les neurones à orexine sont des neurones qui jouent dans l'éveil et le contrôle du sommeil paradoxal. Et la clinique dans la forme complète, ça va donner une somnolence diurne majeure avec des attaques de sommeil. Ça donne des cataplexies, c'est-à-dire une perte du tonus musculaire au moment des émotions. Quelqu'un qui rigole et puis tout d'un coup, pouf, il ne perd pas conscience, mais les muscles deviennent hypotoniques. Et puis il y a des hallucinations hypnagogiques, hypnopompiques et des paralysies du sommeil. Et avec des hallucinations hypnagogiques, c'est-à-dire des hallucinations à l'endormissement, ou vraiment, en fait, c'est une pathologie dans laquelle il va y avoir des irruptions de SP à des moments, soit pendant l'éveil, soit au tout début de l'endormissement. Alors j'ai fini, presque, parce que je vais terminer en revenant à l'étymologie et à l'incubation. Le mot symptôme
qu'on utilise tous les jours, vient de symptoma, qui en grec signifie rencontre, coïncidence. Il est dérivé donc du verbe que je ne saurais pas prononcer en grec, mais qui veut dire survenir en même temps, se rencontrer, coïncider, avec le suffixe -ma. Et donc le symptôme est à l'origine ce qui survient ensemble, ce qui coïncide, vraiment au sens absolument littéral. Vous vous rappelez que dans l'incubation thérapeutique, les malades s'étendent sur leur clinée, dans la dit-on, ils doivent être attentifs à l'aspect qu'aurait le visage du Dieu qui va apparaître en rêve. Et puis évidemment, le lendemain, ils partagent avec le prêtre leur rêve, et le prêtre va interpréter leur rêve. Mais ce qu'on ne sait pas, et ce que je trouve vraiment magnifique, c'est que aussi le prêtre a rêvé, et que dans l'incubation historique grecque, la coïncidence du rêve du malade et du prêtre s'appelait un symptôme. Et donc, quand on fait une consultation, on écoute un patient qui nous raconte une histoire. Et nous, on se raconte une histoire avec notre formation médicale, et c'est la coïncidence de ces deux histoires qui va donner un diagnostic. Voilà. Donc, ancrez-vous dans cette histoire partagée avec nos patients. Et puis, je l'avais mentionné, le patient, il s'allonge sur le cliné pour dormir. Cliné, clinique, clinique. Examen au lit du patient. Donc, vous voyez, notre pratique médicale est complètement ancrée dans le rêve, récit partagé. Je vous remercie. Des questions dans la salle? Oui, merci beaucoup. Vous avez parlé des rêves sous l'angle diagnostique ou de la pathologie, mais pas trop comme vecteur thérapeutique, dormir différemment pour traiter une maladie. Est-ce qu'on est capable de faire ça ou pas encore trop? Excellente question. Alors, avec le rêve utilisé comme... la répétition d'imagerie mentale utilisée pour traiter des cauchemars, c'est un petit bout de ce que vous approchez. Effectivement. Et puis, il y a et donc, ça utilise après des techniques auxquelles, pour aller un petit peu plus loin, il y a la répétition d'imagerie mentale, il y a aussi l'apprentissage du rêve lucide. Je ne sais pas si certains... D'ailleurs, le rêve lucide, c'est quand on rêve et qu'on a conscience qu'on rêve. Qui dans la salle a déjà fait des rêves lucides? Voilà, donc on est quand même assez nombreux à connaître le rêve lucide. Et puis l'étape d'après, c'est non seulement d'être conscient qu'on rêve, mais de pouvoir diriger son rêve. Donc ça n'est pas utilisé, en tout cas en médecine occidentale, c'est pas du tout utilisé. En pratique chamanique, évidemment, c'est très utilisé. Est-ce que tu peux dire un mot du somnambulisme? Alors le somnambulisme, c'est une activité motrice qui survient cette fois-ci en sommeil lent, donc l'autre type de sommeil. D'ailleurs, c'est intéressant que je suis ravie que tu me poses la question, parce que j'ai oublié de parler de quelque chose dont j'avais envie de parler. Donc là, pour le coup, dans le somnambulisme, la physiopathie sous-jacente, c'est dire qu'il y a ce qu'on appelle du sommeil local, c'est-à-dire que le cortex, tout le cortex ne dort pas en même temps, il y a une dissociation, et notamment les aires motrices restent actives, ce qui explique le fait qu'il y ait une activité motrice qui se passe. Contrairement aux troubles moteurs en sommeil paradoxal dans le somnambulisme, le patient peut sortir de son lit et se livrer à des activités un peu complexes. C'est quelque chose qui est très fréquent et très banal chez le petit enfant, et c'est assimilé à un témoin de maturation cérébrale. Petit à petit, le sommeil va se stabiliser et le somnambulisme va disparaître. Il n'est pas rare, dans certaines familles, dans certains contextes ou dans certaines familles, le somnambulisme peut persister à l'âge adulte ou réapparaître à l'âge adulte, et notamment à l'occasion d'événements un peu stressants. Le somnambulisme est très lié à certains facteurs favorisants, le stress, la consommation d'alcool, la dette de sommeil. Et le petit truc que je voulais ajouter à propos du somnambulisme, vous savez, il y a cette croyance qui est diffusée dans la population, dire somnambule, il ne faut surtout pas le réveiller brusquement, il faut le ramener doucement vers son lit. Et en fait, ça, c'est sous-tendu
par cette croyance très ancienne que l'âme est détachée du corps pendant le sommeil, et que donc si on réveille trop brusquement, l'âme ne réintègre pas le corps. Donc en fait, on peut réveiller un somnambule. Alors après, oui et non, c'est-à-dire qu'il y a des formes de somnambulisme, ou en tout cas des parasomnies du sommeil non profond peuvent se manifester non pas sous forme de somnambulisme, mais de terreur nocturne. Et là, il y a une telle charge du système nerveux sympathique que voilà, il faut être tout doux, accompagner le patient, le rassurer et le ramener dans son doucement. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour soigner ce problème? Pour le somnambulisme, Oui. c'est beaucoup. Alors, la sécurisation de l'environnement, bien sûr. Une petite parenthèse ou une anecdote. Allô, docteur, est-ce que vous pouvez recevoir mon fils en urgence? Parce qu'on habite au 13e étage, il a jeté son matelas par la fenêtre. Donc, effectivement, le somnambulisme, c'est pas grave, sauf si ça survient toutes les nuits, et sauf si ça survient dans certains contextes. Je n'ai pas encore répondu à votre question, je ne dis pas. Donc, première chose, sécuriser l'environnement. Donc, déménager pour ne pas habiter au 13e étage, ou alors dormir avec fenêtres et volets fermés. Donc, la sécurisation de l'environnement en hygiène. Et ensuite, c'est l'éviction de tous les facteurs favorisants, éviter la dette de sommeil, éviter l'alcool, et gérer ou traiter les troubles anxieux associés. Et puis, on a également la pharmacologie à disposition, ça s'appelle des benzodiazépines, mais on n'aime pas beaucoup parce que c'est une pathologie chronique, mettre sous benzodiazépines de façon un peu prolongée. Et puis sinon, on essaye la mélatonine à forte dose. Et quand je dis forte dose, la mélatonine qu'on achète en pharmacie en complément alimentaire, c'est 9 mg. Nous, on la prescrit à 4, 6, 8, 10 mg par jour. J'ai deux questions. Tu nous as montré des cas de patients qui parlaient le flux pendant leur sommeil. J'imagine que ce n'est pas extrêmement fréquent. C'est plus fréquent, il y a les gens qui parlent simplement pendant leur sommeil. Est-ce que c'est une forme fruit de ce que tu nous as montré? Est-ce que c'est complètement différent? C'est une parasomnie en sommeil lent. C'est l'autre parasomnie. Donc c'est apparenté au somnambulisme. Voilà, ça fait ça. Voilà, ça apparente au somnambulisme. Et ma deuxième question en tant que cardiologue, classiquement on dit que les bêta-bloquants donnent des cauchemars. Est-ce que c'est vrai? Quel est le mécanisme? Alors, je sais répondre à une partie de ta question, c'est de dire oui, notamment ceux qui sont plus lipophiles que d'autres, parce plus la barrière exactement technique. Et le mécanisme, je le nie. Mais effectivement. Mais il n'y a pas que les bêta-bloquants, hein, il y a beaucoup de médicaments qui peuvent donner des cauchemars. J'ai l'impression qu'il peut y avoir des actes hétéro-agressifs avec parfois des questions médico-légales de responsabilité. On parle de troubles du comportement en sommeil paradoxal ou de somnambulisme? Il y a deux choses. Dans le trouble moteur en sommeil paradoxal, tu as vu les comportements hétéro-agressifs, là où la conjointe peut frapper celui ou celle qui partage son lit. Donc, mais ça, c'est une première chose. L'autre chose, c'est dans les parasomnies en sommeil lent, donc le apparenté somnambulisme, il y a ce qu'on appelle les sexsomnies, c'est-à-dire que le comportement moteur va être un comportement sexuel. Et là, évidemment, ça pose des questions médico-légales qui sont encore plus, qui sont, j'allais dire, encore plus graves dans le sens où voilà, le conjoint, la conjointe d'un patient qui est dans une maladie neurologique, etc. Bon, ça s'aménage, et puis il y a toute la prise en charge de la maladie neurodégénérative. Ça pose en fait, je disais que ça pose une question médico-légale, mais on y est rarement confronté. En revanche, pour les sexsomnies, évidemment que là, quand la question est cruciale, et donc on peut être amené, on est sollicité régulièrement pour faire des enregistrements de sommeil pour objectiver la sexsomnie, parce que le patient, parce que à ma connaissance, actuellement, on n'a que des messieurs qui sont mis en cause, et il faut objectiver que c'est bien un comportement qui est lié au sommeil et pas un comportement volontaire. Et puis, après, on en revient au traitement, et donc la sécurisation de l'environnement, c'est de ne pas dormir sous nu, de ne pas partager son lit avec quelqu'un qui ne connaît pas. Vous savez, quand on part en camping, quand on va avec des copains, etc., c'est de demander une chambre seule, ça peut être un motif. Enfin bref, il y a toute cette prise en charge, effectivement, c'est un vrai sujet.
L'hypnose par rapport au sommeil. Alors, l'hypnose, en fait, ça ne fait pas dormir. C'est-à-dire, quand on fait un enregistrement EEG de quelqu'un qui est sous hypnose, c'est un état intermédiaire, c'est de la veille, en fait, matinée d'un peu d'alpha, pour ceux qui... enfin, c'est de l'alpha avec un tout petit... Voilà, c'est un état intermédiaire entre du sommeil très léger, mais c'est plutôt de la veille. En fait, ce que moi, je ne connais rien, je ne suis pas psychothérapeute, mais les psychothérapeutes avec qui je parlais de ces techniques qui sont utilisées dans le stress post-traumatique, dans les psychothérapies. En fait, c'est des états qui permettent de lever certains verrous psychologiques. En fait. La psychothérapie bute sur un verrou, l'hypnose sert à lever un petit peu les barreaux. Est-ce qu'il y a encore des questions? Je pense que chacun doit retourner un peu à son activité clinique. N'hésitez pas à prendre du café, des croissants, etc. Un immense merci à Marie-Théa Dorfo.